neigera dans la crypte de Sainte-Jeanne d'Arc. Alors, nous avons en fait, si nous regardons notre veillée de ce soir, si nous regardons le livre de nos amis Stainville et Trémollet, si nous regardons les grandes manifestations de l'hiver dernier, si nous regardons les Antigones, les Homèdes, les Merveilleuses, si nous regardons quelques sites comme le Salon Belge, et certains journaux comme Valeurs Actuelles, comme Famille Chrétienne, il y a un point commun, c'est que au sein de tout cela, il y a une expression libre. Et c'est de ça dont je vais parler, parce que finalement aujourd'hui, au-delà de tout ce que nous avons vécu et de ce que nous vivons en ce moment, il y a un concept, il y a une valeur, on pourrait presque appeler ça une valeur fondamentale, qui est celle de la liberté d'expression, qui est en amont de tout ça. Et le jour où il n'y a plus de liberté d'expression, il n'y a plus d'être humain. D'ailleurs, en 1789, les révolutionnaires ne s'y étaient pas trompés. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 11 dit que la liberté d'expression est un des biens les plus précieux de l'homme. Un des biens les plus précieux de l'homme. Comment ce qui a pu être écrit en 1789 peut être à ce point bafoué aujourd'hui? C'est de ça dont je voudrais vous parler quelques minutes. Et je vous propose une petite articulation assez simple pour que vous sachiez où j'en suis dans mon topo et que la moitié des veilleurs ne partent pas au milieu en se disant c'est trop long, je m'en vais. Donc il va y avoir 4 observations principales. D'abord, qu'est-ce que la liberté d'expression pour qu'on sache de quoi on parle? Deuxièmement, quelles sont les conditions de la liberté d'expression? Car il y a des conditions très précises. Troisièmement, quelle est la situation de la liberté d'expression aujourd'hui en France? Et quatrièmement, que pouvons-nous faire face à cette situation? Alors j'essaierai vraiment pour chaque partie d'être très bref et je vous promets, si vous faites ça, ça veut dire passe à la suite. Voilà, je comprendrai. Alors le premier point, c'est qu'est-ce que la liberté d'expression? Alors ça va vous paraître idiot que je parle de cette définition, mais ça me semble vraiment important. Liberté d'expression, il y a 2 mots fondamentaux, l'expression et la liberté. Il faut que l'expression soit libre. Alors l'expression, c'est quoi? Ça consiste effectivement à parler devant des individus, des groupes, éventuellement devant une société tout entière sur des sujets de société, et s'exprimer de telle façon qu'il y ait une utilité. On parle bien d'une expression utile. S'il n'y a pas d'utilité, ça n'a pas grand intérêt. Donc il faut qu'il y ait une capacité, une possibilité de s'exprimer. Et puis deuxièmement, cette expression doit être libre. Alors, ça veut dire quoi la liberté? Ça ne veut évidemment pas dire faire ce que l'on veut. La liberté, en fait, n'a qu'un objectif, et notamment pour l'expression, c'est la recherche de la vérité. Alors, on n'a pas le temps de développer ça ce soir, mais je voudrais illustrer mon propos par une seule phrase populaire, mais très connue. On dit, couramment, il est prisonnier de ses mensonges. On ne dit jamais, il est prisonnier de la vérité. Mais on dit, il est prisonnier de ses mensonges. Eh bien, la contrepartie de ça, c'est que la vérité rend libre. Le mensonge rend prisonnier, la vérité rend libre. Et chacun d'entre nous, et la société tout entière, aujourd'hui, s'enferme souvent dans une espèce de goulag, un emprisonnement personnel ou sociétal qui fait que nous sommes en prison. Voilà pour la définition de la liberté. J'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, le deuxième point, c'est quelles sont les conditions. Il y a des conditions très précises pour qu'il y ait liberté d'expression. Il y a des conditions individuelles, et puis il y a des conditions collectives. Les conditions individuelles sont extrêmement simples. Il faut d'abord que celui qui s'exprime ait des connaissances. Si on n'a pas de connaissances, on parle, là encore pour prendre une expression populaire, on parle pour ne rien dire. Et ça n'a aucun intérêt. Donc il faut qu'il y ait des connaissances, et il faut aussi qu'il y ait une capacité à raisonner. Alors c'est très primaire ce que je dis là, mais c'est très important parce que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas de capacité à raisonner, sans parler du fait qu'ils n'ont pas de connaissances, et ils pensent s'exprimer librement. La seule chose, c'est qu'ils ne s'expriment pas du tout. Donc, des connaissances et une capacité à raisonner. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un comportement individuel qui soit assez précis et qui est axé de façon simpliste sur deux choses. D'une part, une vraie considération pour ceux qui écoutent, et cette considération doit être réciproque. Ceux qui écoutent doivent avoir une considération pour celui qui s'exprime. Et deuxièmement, une bienveillance, c'est-à-dire, au sens étymologique du terme, vouloir le bien. Ça n'a pas d'intérêt
de s'exprimer librement si c'est pour vouloir le mal. Donc voilà la condition comportementale. Et puis, il y a des conditions plus générales, qui sont des conditions un peu collectives, c'est qu'il faut que les principaux lieux d'expression soient libres. Alors, très rapidement, quels sont ces lieux d'expression? Le premier lieu d'expression, c'est la famille. La famille, cellule de base de la société. S'il n'y a pas liberté d'expression dans les familles, la liberté d'expression est mal partie. Il y a évidemment les écoles, tout ce qui est enseignement. Et là aussi, il faut qu'il y ait une liberté d'expression au sens réel, au sens vrai du terme. Il y a évidemment les médias, n'oublions pas que la nounou média nous accompagne entre 3 et 5 heures par jour. Donc la nounou média doit théoriquement être une expression libre. Et puis il y a évidemment tout ce qui est la classe dirigeante de la société politique et civile qui mène la société vers ce qui devrait être le bien commun. Voilà les lieux d'expression où il doit y avoir une vraie liberté. Alors j'aborde maintenant mon troisième point. Voyez-vous, ça défile. Quelle est aujourd'hui la situation en France par rapport à tout ça? Alors, on va tout simplement étudier la situation de la France par rapport à ces différents critères que je vous indiquais. Mais auparavant, je voudrais faire 2 ou 3 remarques préalables. C'est que, premièrement, si on regarde l'histoire, contrairement à ce qu'on dit, la France n'est vraiment pas une terre de liberté d'expression. Si l'on prend, alors je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais faisons quelques zooms. Le siècle des Lumières. S'il y a un siècle où la liberté d'expression a été vraiment mal utilisée, c'est le siècle des Lumières. Parce que nos bons philosophes, qui souvent étaient d'un sectarisme incroyable, mélangeaient les concepts avec une bonne volonté étonnante. Prenons par exemple Voltaire. Voltaire avait des ennemis intimes, c'était la royauté, c'était la religion, qui était considérée comme la force obscurantiste, c'était globalement la bonne société de l'époque, si je puis dire. Eh bien, quand notre ami Voltaire passait de l'autre côté du Rhin, son grand ami, son confident, son plus proche, qui était Frédéric de Prusse, qui était un des dirigeants de l'époque les plus dictatoriaux, devenait quelqu'un de formidable. Donc ce qui était faux d'un côté du Rhin devenait vrai de l'autre côté du Rhin. Donc on voit bien l'embrouillamini de la pensée des philosophes des Lumières. Et dans ce cadre-là, il était tout à fait logique que l'on en arrive aux excès de la Révolution. Parce qu'en fait, ce siècle des Lumières et ces brillants philosophes ont considérablement détérioré la vraie liberté d'expression. Et la terreur paraissait tout à fait normale aux adeptes révolutionnaires de la liberté, sans compter les 350 000 Vendéens génocidés sauvagement. Et tout ça s'est terminé par un grand empire parfaitement dictatorial. Entre parenthèses, 1 200 000 morts à la clé de cet empire. Donc on voit bien que la France, terre de liberté, ça se discute. Un peu plus proche de nous, la fin du 19e siècle, dirigée notamment sous la Troisième République par des gouvernements socialistes, complètement francs-maçons, enfin c'était des gouvernements, radicaux socialistes, qui étaient en général infestés par la franc-maçonnerie. Eh bien, on a quand même exilé des dizaines de milliers de religieux, fermé des milliers d'écoles catholiques, tout ça au nom de la liberté d'expression. Là encore, incroyable embrouillamini des esprits. Bon, je vais m'arrêter là sur la phase un peu historique, mais je voudrais quand même parler simplement de la loi de 2004, très récente, qui est une loi résolument liberticide, qui est une loi effrayante, votée dans la joie et la bonne humeur par un gouvernement de droite, loi bâtie par Chirac et Raffarin. C'est la fameuse loi qui a créé la sinistre ALDE, avec une police de la pensée mise au point derrière cette sinistre institution, au point que le Nouvel Observateur, qu'on ne peut pas qualifier de journal d'extrême droite, le célèbre Geoffrin, rédacteur en chef, avait dit, au moment du vote de la loi, la France vient de se doter d'une loi unique au monde, mise à part dans les pays de dictature. Fermez le banc. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas l'extrême droite, ce n'est pas les catho-fachos, ce n'est pas Frigide Barjot ni Ludovine de la Rochère, non, c'est Laurent Geoffrin,
rédacteur en chef du Nouvel Observateur. Donc on voit bien que le contexte français n'est pas très favorable à la liberté d'expression. Alors maintenant, je voudrais prendre les critères définis tout à l'heure pour voir si on est en liberté d'expression ou pas. Si nous prenons les critères individuels, connaissance, donc acquérir des connaissances et avoir une capacité à raisonner. Chacun sait, et on l'a vu malheureusement cette semaine avec une étude, une Xème étude qui est parue sur l'éducation nationale, nous sommes la lanterne rouge des pays développés en termes de connaissances et en termes de capacité de raisonner. Nous étions numéro 1 il y a un demi-siècle, nous sommes dernier maintenant. Ça va très vite. Donc, capacité individuelle, un peu compliquée tout de même. Si on prend les deux critères, bienveillance et considération, aujourd'hui, il faudra qu'on m'explique dans les débats où l'on voit de la bienveillance et de la considération. Il faut vraiment se lever de bonne heure, de façon générale. Là, je ne parle pas bien sûr pour les débats que vous pouvez mener vous-même, mais globalement, on sait très bien comment ça se passe. Et alors, si on prend maintenant les critères plus généraux, les lieux d'expression, je vais les défiler, les 4 lieux d'expression que je vous indiquais tout à l'heure. La famille. La famille est-elle un lieu d'expression libre? Bien évidemment que non. En ce moment, la famille n'est absolument plus un lieu d'expression libre. Pourquoi? Parce que dans le système actuel dans lequel nous vivons, les parents s'autocensurent. En fait, ils ont globalement une peur assez panique de leurs enfants. Pour parler à contre-courant, on ne peut pas s'opposer à ce que pensent les enfants, qui eux pensent comme tout le monde, et donc il y a une autocensure qui fait que la liberté d'expression dans les familles, je ne parle pas de nos familles bien sûr, mais globalement pour la société, la liberté d'expression n'existe plus. Je voudrais citer un exemple. J'ai fait quelques conférences là-dessus et j'ai été vraiment effrayé par ce que j'ai pu constater. Si on prend la pornographie, on sait bien qu'aujourd'hui, 100%, allez, je suis gentil, 99,5% des enfants de moins de 20 ans visionnent une fois, 10 fois ou tout le temps des films pornographiques. Ce qui est absolument dramatique. Sur cette population, 20% des enfants sont désormais des drogués de la pornographie. Il faut en avoir conscience. Si vous faites un petit test discret en disant, vous dans les familles, vous discutez de ce sujet, surtout pas. Surtout pas, c'est impossible, parce que même si on en discute, de toutes les façons, nos enfants, avec leur iPhone, leur iPad ou je ne sais quoi, de toutes les façons, la discussion est à peine terminée que s'ils veulent regarder un film pornographique, ils le regardent. Et quand bien même ils ne regarderaient pas sur leurs propres outils, chez le voisin, ils peuvent tout voir. Donc on voit bien qu'il y a une autocensure, je cite cet exemple, mais on voit bien que la liberté d'expression aujourd'hui est très malmenée dans les familles. Dans l'école, j'irai très vite, nous assistons à une véritable dictature de l'enseignement. Ça ne se discute même pas. Vous êtes aussi au courant que moi, et peut-être plus, donc je passe au sujet suivant. Enfin non, je vais quand même simplement parler du gender. Quand on voit les débats organisés, la loi Taubira, plutôt la loi Taubira, quand on voit les débats organisés dans les collèges et lycées sur le sujet, débats contradictoires entre ceux qui étaient favorables au mariage pour tous et ceux qui étaient favorables à la loi Taubira. C'était ça le débat contradictoire. Et si vous avez un lycée public où il y a eu un vrai débat une soirée entière, je voudrais connaître le nom de ce lycée ou de ce collège et j'écrirai au directeur pour le féliciter. Donc on voit bien qu'il y a une dictature. Je passe au sujet suivant, c'est sur les médias. Nos amis Stainville et Trémollet, on en parlait tout à l'heure. En parlant d'ailleurs du Figaro comme journal de droite, je crois que ça pourrait se discuter. Allez, soyons généreux et acceptons. Mettons le journal Le Figaro dans la presse libre. Je suis vraiment un bon garçon ce soir. Et si vous additionnez, j'ai fait le calcul, si vous additionnez tous les supports que l'on peut considérer comme authentiquement libres, que ce soit dans la presse écrite, radio, télévision et éventuellement Internet. Soyons généreux, ça touche 2 ou 3 millions de personnes sur à peu près 40 millions d'adultes. Voilà, on voit la proportion. Les médias authentiquement libres touchent probablement aujourd'hui 10% de la population. Or, nos nounous médias nous occupent 5 heures par jour.
Ce qui veut donc dire que nous sommes dans une véritable dictature médiatique. Le dernier sujet, c'est la classe dirigeante, politique et de la société civile. Y a-t-il vraiment liberté d'expression au sein de cette élite? Je dirais non, bien sûr que non. Le politiquement correct a littéralement envahi les esprits des dirigeants, et dès qu'on sort des sentiers battus, où on est mort cliniquement, ou alors on prend un risque à considérer, donc on ne le prend pas. Donc on ne sort plus des sentiers battus. Voilà. Donc ça, c'est pour la situation en France. Et j'en arrive donc à mon quatrième point. Ça va, Benoît, je ne suis pas trop long. Ça va. J'en arrive donc au quatrième point, qui est presque une conclusion d'ailleurs. C'est par rapport à cette situation qui n'est, reconnaissons-le, pas tellement positive, peut-on faire quelque chose? Oui, bien sûr. Nous pouvons faire quelque chose. Alors, là aussi, je voudrais reprendre simplement les critères et voir par critères ce que nous pouvons faire. Si nous prenons d'abord les critères individuels, la connaissance et la capacité à raisonner, eh bien je crois qu'il faut que nous nous mettions au travail. Et je dis nous, parce que nous avons tous d'énormes lacunes de connaissances. En fait, pendant un demi-siècle, on s'est gentiment endormi, on partait en vacances, on lisait des journaux People, on regardait TF1, on était très content, et on a oublié simplement qu'on s'est un petit peu vidé d'une vraie substance et que la capacité à raisonner s'est un peu amoindrie. Donc, nous tous, quel que soit notre âge, nous avons un devoir de nous former. Le petit roman de plage, moi je l'entends tout le temps, maintenant je ne l'accepte plus. Hein. Le petit roman de plage, c'est fini. Hein, sur la plage, on lit un bouquin de formation politique, on lit un bouquin de formation morale, on lit un bouquin sur l'histoire de je ne sais quoi. On lit le livre de Monsieur Steinville et Monsieur Trémollet. Mais le petit roman de plage, c'est fini. Donc on se forme. On va passer des week-ends en université, on va faire des conférences le soir, on assiste aux veilleurs, on se bouge un peu et on arrête de s'endormir gentiment parce que sinon dans 20 ou 30 ans, on sera définitivement endormi. Donc, une petite révolution personnelle. Sur le plan comportemental, donc la fameuse bienveillance et puis la fameuse façon de considérer un petit peu autrui, je crois qu'il faut le développer considérablement parce que nous ne serons audibles que si nous développons évidemment ces qualités. Sur le plan maintenant des 4 grands critères, famille, école, etc. Alors, sur le plan de la famille, je pense qu'il faut absolument que nous arrêtions de nous autocensurer. Il faut que nous soyons authentiquement libres et il ne faut pas avoir peur dans les familles d'aller à contre-courant. Tant pis, on est ringard, on l'assume avec joie et bonheur. Voilà. Il faut arrêter d'être dans le sens du vent et d'expliquer à nos enfants que oui, finalement, moi je suis sidéré. J'entendais tout à l'heure, je ne sais plus si c'est un texte ou si ça a été donné comme commentaire, mais quand on voit, on parlait, ou c'est ça, de la jeunesse des banlieues, moi, le rap, il faut dire ce que c'est, et moi, alors je me fais insulter, mais tant pis, le rap c'est une cochonnerie, et puis c'est tout, ça. Quel est l'intérêt culturel, philosophique, moral du rap par rapport au Requiem de Mozart? Il faut le dire, on paraît complètement démodé, stupide, et tant pis, ça n'est pas grave, arrêtons l'autocensure. Ça c'est pour la partie famille. Pour la partie école, eh bien, il faut redonner une vraie liberté aux écoles, c'est-à-dire qu'il faut intervenir partout et toujours. Alors la manif pour tous, elle demande quoi? Elle demande que pour le gender, on fasse des comités de vigilance. Voilà, c'est un bon exemple, c'est de la résistance, voilà, très concrète, très pratique. Il ne faut pas laisser, et là aussi il ne faut pas se cacher derrière. L'autre jour, j'entendais, ça m'a fait un peu mal au cœur. Oui, monsieur, vous êtes gentil, mais si on va voir le directeur, nos enfants vont se faire flinguer, auront de mauvaises notes. Alors là, c'est l'horreur comme raisonnement. Parce qu'on ne fait plus rien. Enfin, il faut sortir de nos cocons. Il ne faut plus avoir peur. On va prendre des coups. Nous prendrons des coups et puis c'est tout. Hein. Sur le plan des médias, je pense qu'il faut refuser absolument la compromission. Et il faut arrêter, je crois. Et là, je pense notamment à tous ceux qui ont un rôle de communication. Je crois qu'il faut arrêter de se dire si je dis ça de telle façon aux médias, ce sera retranscrit. Ça n'est pas grave. De toutes les façons, les médias font ce qu'ils veulent et retranscrivent comme ils veulent. Autant être en vérité et en liberté. On voit après ce qui se passe.
mais arrêtons là encore de trop manœuvrer. Alors, soyons habiles, bien sûr qu'il faut être habile, il ne faut pas être gros sabot, mais je pense qu'il faut être habile mais vrai. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans une espèce de compromission. Et puis bien sûr, il faut absolument investir tout ce qui est vie civile et politique. Alors on a de magnifiques champs d'intervention devant nous, on a les élections qui arrivent. Donc il faut essayer d'investir autant que faire se peut les conseils municipaux, il faut participer au débat politique pour les élections, il ne faut avoir absolument aucun état d'âme et je crois qu'il faut y aller assez gaillardement. Alors, ce sera un petit peu ma conclusion, c'est que aujourd'hui on voit bien que, notamment sous l'effet bénéfique de la manif pour tous, il y a énormément d'actions qui se sont mises en route. Alors on a des actions des écrivains, ben voilà, ceux qui écrivent des livres, et puis il y a effectivement les Homènes, il y a les Merveilleuses, il y a le Printemps français, il y a tous ceux qui agissent tout ainsi. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut absolument plus critiquer qui que ce soit. Il faut qu'on soit vraiment dans l'union, parce que l'union fait la force. Il faut accepter qu'il y ait des modes d'action différents. Celui qui est plus intellectuel, je comprends que les Homènes, ce ne soit pas sa vocation principale. Eh bien, lui, il garde son côté intellectuel, mais qui ne critique pas les Homènes. Et puis, que les veilleurs, mais je sais qu'ils ne le font pas, ne disent pas, bon, ben, nous, on veille en silence, on a des topos, on lit des textes, manifester dans la rue, c'est pas... Non, je pense que tout ça se complète admirablement, et nous arriverons à ébranler un petit peu les piliers de la certitude politique actuelle, c'est-à-dire le politiquement correct, si nous sommes unis dans la différence. Il faut donc être extrêmement libre, extrêmement peu critique, sachant que à partir du moment où, premièrement, nous travaillons tous pour le bien commun, et deuxièmement, nous ne prônons pas la violence, en clair, je pense qu'aucun d'entre nous n'a envie de faire brûler le palais d'Élysée, et ben je pense qu'il faut accepter que l'on puisse travailler la main dans la main, avec des langages différents, des modes d'action différents, et un véritable sens commun qui nous permet d'avancer et de promouvoir le bien commun. Voilà, et je pense qu'il faut que nous ayons de l'enthousiasme, de la joie, de la sérénité, de l'espérance, et c'est ça qui, petit à petit, nous permettra, je crois, de sortir dans la situation calamiteuse dans laquelle nous nous trouvons. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire, j'espère que je n'ai pas été très